On connaît toutes et tous cette sensation, je pense. Ce mélange d'excitation, un peu d'appréhension aussi, Mhm. que ce soit après une blessure ou même juste la coupure de l'hiver. On est prêt à reprendre et on a une seule idée en tête, c'est repartir. Exactement. Repartir là où on s'est arrêté. Retrouver les mêmes sensations, le même rythme. Et puis surtout, ne pas se faire distancer par le groupe. C'est presque une envie primale, quoi. Oui, il y a un côté très social et un côté très personnel aussi, de se prouver qu'on n'a rien perdu. C'est ça. Et c'est justement ce réflexe, cette impatience que notre analyse du jour va complètement remettre en question. On a un texte qui est assez court, mais vraiment, vraiment dense, Très dense. et qui propose une approche contre-intuitive pour gérer une reprise. L'idée, en gros, c'est que l'objectif n'est pas de refaire comme avant le plus vite possible. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Et pour bien comprendre, je pense qu'il faut poser un tout petit peu le contexte physiologique. C'est un décalage que tous les coachs connaissent bien. D'accord. Après une pause, notre système cardiovasculaire, notre moteur, si on veut, il revient à un bon niveau assez vite. Le souffle, tout ça. Le souffle, le cœur. En quelques semaines, on se sent bien. Mais nos tissus, eux, les tendons, les articulations, les muscles, leur capacité à encasser les chocs, elle, est beaucoup, beaucoup plus lente à revenir. Ah oui. On a donc un moteur de Formule 1 prêt à accélérer, mais qui est sur un châssis de voiture de tous les jours, quoi. Et c'est ce décalage qui est en fait la source de presque toutes les rechutes. D'accord, l'image est très claire. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le texte, il s'appuie sur une distinction qui semble vraiment fondamentale, entre deux types de stress. C'est ça. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Il s'agit de dissocier ce qu'il appelle le stress métabolique du stress tissulaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une excellente question parce que c'est vraiment le cœur de la méthode. Il faut imaginer deux curseurs différents qu'on peut bouger presque indépendamment. Mhm. Le stress métabolique, c'est le travail du moteur. C'est la demande en oxygène, la stimulation de la VO2, le cœur qui tape, les poumons qui cherchent l'air. C'est la sensation d'essoufflement. L'effort cardio, quoi. L'effort cardio, exactement. Et le stress tissulaire, c'est complètement autre chose. C'est la charge mécanique. Ce sont les impacts du pied sur le sol, la tension sur le tendon d'Achille, la contrainte sur le genou. C'est la charge sur le châssis. D'accord. Et toute la stratégie, elle repose là-dessus. On peut garder un stress métabolique élevé pour continuer à progresser, tout en baissant radicalement le stress tissulaire, pour laisser au châssis le temps de se renforcer. L'analogie du moteur et du châssis est parfaite. On a un moteur qui veut y aller et un châssis fragile qui dit « Oh, doucement ». C'est exactement ça. La solution, donc, c'est pas de ralentir le moteur. C'est de le faire tourner à fond, mais sans casser le châssis. Et pour rendre ça concret, l'exemple du texte est génial. Oui. On imagine un groupe de coureurs, séance clé de la semaine, 6 répétitions de 1000 mètres, un grand classique. Très dur. Le genre des séances où on finit à quatre pattes. C'est ça. Et l'athlète qui revient de blessure, son réflexe normal, ce serait quoi? De se dire, bon, j'en fais 2 ou 3 avec le groupe, et puis je m'arrête. Exactement. Il réduit le volume. C'est logique. Mais c'est limité. Et c'est là que le texte propose l'alternative. Au lieu de juste s'arrêter, l'athlète fait les 3 premiers 1000 mètres en courant, avec les autres, il est dans l'effort, dans le groupe, Mhm. mais pour les 3 derniers, au lieu de rentrer au vestiaire, il saute sur un home trainer ou un vélo elliptique qui est là, au bord de la piste, et il enchaîne ces 3 dernières fractions en visant la même intensité, le même essoufflement. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'on a presque le meilleur des deux mondes. D'un point de vue physiologique, le résultat est quasiment le même. Ah oui, Oui, la charge cardio-respiratoire de la séance, elle est maintenue. Le temps passé dans le dur, dans la zone rouge, il est identique. Le cœur travaille autant. Le stress métabolique est là. On ne perd quasiment rien de ce point de vue. d'accord. Sur le papier, le cardio est maintenu. Mais est-ce qu'on ne perd pas quelque chose d'essentiel? Je pense à la spécificité du geste, l'économie de course. Pour un coureur, remplacer la course par du vélo, ça peut sembler un peu une solution de facilité, non? Un compromis? C'est une objection très très pertinente. Et la reprise est vraiment au centre de la stratégie. Oui, bien sûr, il y a une perte de spécificité biomécanique. C'est évident. Voilà. Mais il faut voir la hiérarchie des priorités. À ce moment précis, dans la phase de reprise, la priorité absolue, ce n'est pas de gagner 1% sur son économie de course. D'accord. La priorité, c'est de reconstruire la tolérance des tissus pour pouvoir s'entraîner sans s'arrêter dans 3 semaines. La spécificité, on la réintroduira. Là, on échange un tout petit peu de spécificité à court terme contre une énorme dose de durabilité. Parce que la pire chose pour l'économie de course,
Hmm. C'est de ne pas pouvoir courir du tout. C'est de ne pas pouvoir courir du tout à cause d'une rechute. Exactement. Vu comme ça, effectivement, le calcul est vite fait. On sacrifie un détail pour sauver l'essentiel. Précisément. Et la différence sur le plan mécanique, elle est colossale. Sur une séance de 6 fois 1000 mètres, un coureur va faire quoi? Entre 5000 et 6000 impacts au sol. Ah oui, c'est énorme quand on y pense. C'est 5000 chocs que les tendons, les articulations doivent absorber. En faisant la moitié sur un vélo, il supprime 2500, 3000 impacts. Pour un tendon d'Achille qui revient ou un genou un peu sensible, c'est une réduction de 50% de la contrainte. C'est juste énorme. Donc on a la même stimulation moteur pour une contrainte châssis divisée par 2. Voilà. C'est ça l'idée. Le texte, d'ailleurs, il relie cette méthode à des pathologies très communes. La tendinopathie, l'aponévrosite plantaire. Le syndrome fémoro-patellaire, C'est ça. Toutes des blessures de surcharge où c'est bien la structure qui lâche, pas le souffle. Mais est-ce que cette logique, elle s'applique uniquement aux sports à impact comme la course? On pourrait l'adapter à d'autres sports? La natation, par exemple? excellente question. Parce que ce principe, c'est une vraie grille de lecture. Prenons un nageur qui revient d'une blessure à l'épaule. D'accord. Son programme, c'est 10 fois 100 mètres. S'il fait tout en nage complète, son épaule va peut-être pas tenir. En appliquant notre principe, il pourrait faire un 100 mètres sur 2 en utilisant que les jambes, avec une planche, Ah d'accord. et les autres en nage complète. Le stress métabolique sur des 100 mètres en jambes, il est très élevé. C'est même souvent plus dur pour le cœur. Mais le stress tissulaire sur son épaule, lui, il est de 0. Il maintient sa charge de travail cardio, mais il protège son articulation. Le principe est exactement le même, on dissocie. On dissocie pour mieux régner, en quelque sorte. C'est très clair. Et puis, il y a toute la dimension psychologique qui est abordée de façon très directe. Il y a une phrase dans le texte qui m'a vraiment marquée, je la cite. Oui, C'est la progressivité du tissu qui doit guider la décision, pas l'ego ni le groupe. C'est tellement facile à dire et tellement, tellement difficile à faire. ah ça. On l'a tous vécu, on sent une petite gêne, mais le groupe accélère, et notre ego qui nous hurle « Accroche-toi, ne lâche pas !» Cette phrase, c'est le cœur du message. C'est une invitation à changer de paradigme. Il faut redéfinir ce qu'est une séance réussie. Oui, Quand on est en reprise, une séance réussie, ce n'est pas d'avoir fini les 6 fois 1000 mètres en boitant et en serrant les dents. C'est d'avoir donné au corps le stimulus exact dont il avait besoin, sans dépasser sa capacité à se régénérer. La vraie victoire, c'est de pouvoir refaire une séance 2 jours plus tard, sans douleur. l'intelligence de l'entraînement qui prime sur la performance brute du jour J. C'est ça. Mais cette approche, elle demande une certaine maturité, une connaissance de soi, qui n'est pas innée. Le texte parle de progressivité du tissu, vous parlez d'écoute de son corps. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment on fait la différence entre la bonne douleur, celle de l'effort, et la mauvaise, celle qui annonce la blessure? C'est le point le plus délicat, et ça demande de l'expérience, c'est vrai. Mais il y a des indices. La bonne douleur, elle est souvent diffuse. Une sensation de brûlure, de fatigue dans le muscle, et elle disparaît vite après l'effort. D'accord. La mauvaise douleur, elle est souvent plus localisée, plus aiguë. Parfois, c'est un pic, un point précis. Et surtout, elle a tendance à augmenter avec l'effort, au lieu de diminuer. Mhm. Et puis, il y a le test du lendemain matin. Une raideur générale qui s'en va après quelques minutes, c'est normal. Une douleur précise, au même endroit, qui est encore là au réveil, voire plus forte, ça c'est le signal. Le signal que la charge tissulaire de la veille était trop forte. Et c'est là qu'il faut savoir lever le pied sans que l'ego s'en mêle. C'est exactement ça. Alors, si on devait synthétiser tout ça, l'idée maîtresse, c'est de casser une équivalence qu'on fait tous un peu instinctivement. Reprendre l'intensité, ça ne veut pas dire reprendre la charge mécanique. Voilà, on peut et on doit les découpler pendant une reprise. C'est la clé pour une transition réussie, et surtout durable. C'est un peu un plan pour sortir de ce cycle infernal. Blessure, reprise trop rapide, rechute. Exactement. La stratégie est donc simple dans son principe, maintenir le stimulus physiologique, le travail du moteur, tout en réintroduisant très progressivement la contrainte mécanique, la charge sur le châssis. C'est un équilibre subtil. C'est exactement ça. Et pour aller un peu plus loin, je voudrais proposer une pensée finale. Ah, intéressant. Le texte, il se concentre sur la phase de reprise. C'est logique, c'est son application la plus évidente, mais si le vrai changement de paradigme, c'était d'utiliser ce même principe de manière préventive, C'est-à-dire ? et si on arrêtait de voir ça comme un outil de réparation et qu'on commençait à le voir comme un outil de longévité.
Hmm. Imaginez un coureur en pleine forme qui prépare un marathon. Il doit faire beaucoup de volume, des séances intenses. Le risque de blessure, de surcharge est élevé, c'est mathématique. Oui, bien sûr. Que se passerait-il s'il intégrait dans sa semaine une séance mixte? Par exemple, une sortie longue de 2 heures, où la dernière demi-heure se fait sur un vélo, à la même intensité. Il accumulerait son volume cardio. Exactement. Il accumule son volume de travail cardiovasculaire, mais il soulage ses articulations de milliers d'impacts chaque semaine. Ce ne serait plus une béquille pour revenir de blessure, mais un outil structurel de son entraînement, pour éviter la blessure. Donc ce qui commence comme une stratégie de retour de blessure, c'est en fait une philosophie complète pour la longévité sportive. On passe d'une logique réactive à une logique proactive. C'est ça. Ce n'est plus comment revenir, c'est comment ne jamais avoir à partir. C'est une idée vraiment, vraiment puissante. En gérant intelligemment la charge tissulaire sur le long terme, on peut probablement augmenter le volume global d'intensité qu'un athlète peut tolérer, et donc potentiellement son niveau de performance, tout en réduisant son risque de se retrouver sur la touche. S'entraîner plus durablement. C'est peut-être ça, la prochaine étape de l'entraînement intelligent. Pas s'entraîner plus dur, mais s'entraîner plus durablement. Une approche proactive plutôt que réactive. C'est une excellente piste de réflexion pour conclure notre analyse.